Bonjour, monsieur Kassimdini. Bonjour. Merci d'être venu et de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, ces élections, elles se sont bien passées. Personne ne les a contestées. Il y a eu avant les élections une manifestation le 18 février qui était importante. Elle a été reprise par toute la presse. Après, on a eu quelques communiqués de l'opposition pour dénoncer cette élection. Elle s'est déroulée dans le calme et apparemment en toute transparence, puisque je n'ai eu connaissance d'aucun communiqué faisant état d'irrégularité ou d'un manque de démocratie. Donc, où en est l'opposition? L'opposition existe. La meilleure preuve que cette élection s'est mal passée, c'est que l'abstention a avoisiné les 80-90%. Attendez, moi j'ai des chiffres officiels de 60% ou plus de votants et j'ai pas eu de contestation. Mais si vous voulez qu'on se réfère aux chiffres officiels, par exemple en 2003, un cancre politique, un novice du nom de l'État, a battu Ahmed lors des législatives. Donc, oui, mais attendez, on n'est plus en 2003, là, on est en 2011. Oui. Monsieur Guélé fait publier des résultats avec un taux de participation qui est de plus de 60%, j'ai plus les chiffres exacts, et vous me dites l'inverse. Oui, ils sont faux, et nous les contestons officiellement. Mais j'ai pas de contestation officielle. Je suis habilité à contester officiellement les résultats de cette élection et l'élection du dictateur. On ne peut pas être plus ferme. Pourquoi vous contestez l'élection du dictateur? Vous n'aviez pas de candidat. Il n'avait pas d'abord à modifier la Constitution dans un but personnel, donc à se faire réélire une troisième fois. Et deuxièmement, il y avait des garanties de transparence qui avaient été demandées. Ces garanties-là n'ont pas été respectées depuis 2003, donc nous avons appelé au boycott. Non seulement nous avons appelé au boycott, mais nous avons dit que dorénavant, il s'agissait de faire descendre toute la population dans la rue. Et comme vous le savez, il y a eu des exactions. Donc, oui, il y a eu des exactions le 18 février, mais la population n'est pas retournée dans la rue depuis. Si, il y a toujours des accrochages sporadiques entre la population et les troupes de répression. Alors, on a eu vent de quelques incidents à Yoboki, mais rien d'autre. Mais il faut écoutez, c'est difficile de dire quand même à une population d'aller se faire massacrer. Mais la population sait qu'il n'y a pas d'autre issue que de la rue. Oui, alors ça, je suis bien d'accord avec vous. On ne peut pas envoyer les gens à la mort. Mais on peut les envoyer manifester pacifiquement, surtout qu'à Djibouti, il y a quand même des observateurs étrangers, les Américains, les Français et toutes les autres chancelleries qui peuvent témoigner s'il y a des gestes violents commis contre la population. Donc on n'appelle pas, en appelant les gens à manifester, on ne les appelle pas à aller se heurter violemment aux forces de l'ordre. Absolument. Mais cela se fera de toutes les façons, puisque l'opposition ne participe plus à aucune élection et que l'option de la lutte armée n'est pas encore envisagée, il ne reste que les manifestations. Vous dites encore? Oui, c'est-à-dire. Je vous ai dit, n'est pas encore envisagée. Elle peut l'être. Elle est déjà envisagée par certains. Il existe des éléments armés en bourse, mais qui ne pèsent pas politiquement parlant. Donc si soit l'opposition appelle, elle ne peut pas appeler à la lutte armée, mais une partie de l'opposition peut se désolidariser de cette action pacifique et rejoindre l'option armée. D'ailleurs, ce qui se passe en Libye et même au Yémen montre une certaine respectabilité de l'option armée. On ne peut pas dire à des gens, excusez-moi, faites-vous tirer dessus, la communauté internationale, lorsqu'elle le jugera utile, viendra soit s'interposer, soit taper sur les doigts du dictateur pour l'appeler à la retenue. En termes de vie, il n'y a pas de retenue. Une mort est une mort. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Donc, vous estimez que Ismaël Omar Guelleh s'est fait élire, tout seul pratiquement, que vous le contestez au niveau Totalement. de la RD totalement, vous contestez cette élection. Bien, il faut voir l'avenir maintenant. Oui. Monsieur Ibrahim God nous a dit que le ARD allait tenir des assises. Oui. Bon, mais moi, en tant qu'observateur, ce que nous voudrions, c'est avoir un programme de l'opposition. Nous n'avons pas, à ma connaissance, de programme politique d'aucune force de l'opposition. Est-ce que la RD en a une? Tout parti a un programme politique. Ce que je veux dire tout d'abord, c'est qu'on ne peut pas se projeter sur les 3 ans. La RD a appelé à des manifestations tous les jours et elle entend provoquer le départ du dictateur par les manifestations. Il ne s'agit pas de préparer la prochaine élection.
Il en est hors de question. Voilà, Oui, mais préparer le départ du dictateur, c'est aussi avoir quelque chose à proposer aux populations après. Le fait est que chez nous, nous sommes une population de tradition orale. Nous exposons notre programme politique dans toutes nos annexes. On ne va pas dire les Djiboutiens, parce que je connais très peu à Internet. Il y a des gens qui ne savent même pas lire le français. Non, mais nous en sommes d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une base écrite pour pouvoir ensuite la distribuer oralement. La base écrite existe. Nous sommes issus d'une guerre. Notre parti n'a pas été créé pour le bon vouloir, pour que quelqu'un accède au pouvoir. Nous sommes le fruit d'un accord de paix. Donc l'essentiel de notre programme politique, c'est l'application de cet accord de paix. D'abord la restauration de l'unité nationale, une véritable citoyenneté qui ne soit pas celle à plusieurs vitesses comme c'est le cas maintenant. Et puis il y a des points beaucoup plus généraux, c'est-à-dire mettre en place une sorte de socialisme, c'est-à-dire privilégier les secteurs sociaux. Ce qui suppose une réaffectation des recettes budgétaires et une réduction drastique de celles affectées aux forces de police et de sécurité, qui pour le moment, leur seul travail, c'est de terroriser les populations, mais pas de protéger le pays. Ce que je veux dire par là, c'est que l'armée djiboutienne, elle peut être composée de 1000 soldats, de 10 000 soldats, c'est la même chose. Elle ne peut pas se défendre contre une agression extérieure. Donc autant faire jouer les accords de défense avec la France, réduire ces forces de répression et affecter cette somme-là vers des secteurs sociaux, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'emploi, qui touche beaucoup, 70% de nos jeunes sont sans emploi. Donc c'est remettre en marche les secteurs, par des grands travaux. Les secteurs de l'État, voilà. L'éducation, la santé, très bien. Mais il va falloir des entreprises pour créer des emplois, parce que sinon vous allez faire des fonctionnaires. Les entreprises existent, la main-d'œuvre existe, le savoir-faire existe, mais l'économie pour le moment est le reflet du politique. C'est-à-dire que comme il y a une division clanique du travail politique, il y a une division clanique et tribale de l'accès au marché public. Donc il faudra, sans porter atteinte aux entreprises qui existent, favoriser la création de nouvelles entreprises par d'autres composantes de la communauté nationale. Très bien, donc relancer l'économie aussi. Absolument. Et maintenant, sur le plan des relations, je dirais, internationales, mais on va dire régionales, Djibouti est une enclave de paix aujourd'hui, au milieu d'un chaos, parce que la Somalie est dans on peut dire, un certain chaos, le Yémen est dans une phase de contestation armée très dure, l'Érythrée, on n'en parle pas trop, l'Éthiopie, les relations entre Djibouti et l'Éthiopie semblent très fluctuantes. De temps en temps ça va bien, le port est utilisé, de temps en temps ça va mal, l'Éthiopie utilise moins le port. Quelle est la vision de la RD de ses relations avec son voisinage? Tout d'abord, contrairement à un mythe, Djibouti n'est pas un havre de paix dans une région tourmentée. Peu ou prou, depuis 1977, Djibouti est en conflit interne, larvé ou réel. Donc il n'y a pas de paix à Djibouti. C'est juste qu'il y a une chape de plomb qui est sur ce pays parce que certaines puissances n'ont pas intérêt à dire que les choses ne vont pas bien à Djibouti, ou que par exemple l'argent de l'Union européenne est massivement détourné. L'argent de l'Union européenne normalement consacré à la reconstruction. Jean-Paul Abdinoy, président de l'LDH, avait fait un superbe article, une superbe note sur la réhabilitation d'Obor, par exemple, avec des petites maisons. C'est d'une indécence absolue. Voilà, Djibouti n'est pas en paix. Pour ce qui est de la région, la RD, en tant que continuité du flux d'armée, avait reconnu le Somaliland. Le reconnaît toujours. Mais quand on voit les autorités somalilandaises s'occuper des affaires de Djibouti, c'est-à-dire une ingérence, ça ne plaide pas pour sa reconnaissance au niveau international. C'est-à-dire que malheureusement, le Somaliland a les mêmes comportements d'ingérence que Djibouti. Et là, apparemment, c'est donnant-donnant. La dictature djiboutienne a promis la reconnaissance du Somaliland. Mais bon, ça, très bien. Pour terminer, parce que le temps nous est compté, quelle est votre vision de ce qui se passe au Yémen? Nous soutenons totalement la révolution du peuple frère yéménite et ce qui devrait nous inciter à réfléchir, c'est qu'aujourd'hui il y a des combats de rue à Sanaa.
Donc, c'est demander si nous, l'opposition djiboutienne, nous ne nous sommes pas trompés sur la question de savoir une révolution pacifique est-elle vraiment possible. Très bien. Ben, écoutez, mille merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.